Bonjour à tous. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'astronomie. En fait, cette chaîne traite de deux sujets, la photo et l'astronomie. Il est plus juste de dire la cosmologie ou l'astrophysique à la place d'astronomie, sachant que la cosmologie est la science qui étudie les lois physiques de l'univers. Concernant les tutos en photo, avec les logiciels ART, Rothérapie ou encore Digicam, je suis un peu en panne d'idées. En plus, je n'ai pas envie de vous faire de mauvaises vidéos, histoire de meubler l'espace YouTube. Donc aujourd'hui, je démarre une série de vidéos qui a pour thème « Raconte-moi le cosmos ». Je n'oublie pas les photographes dans l'âme, à savoir, vous avez la chaîne Carafif que j'ai découvert récemment. La chaîne Carafif fait un travail de vulgarisation formidable, où il est difficile de faire mieux. Si vous voulez devenir des pros du post-retraitement sur le logiciel ART ou Rothérapie, je ne peux que vous la conseiller. Vous trouverez le lien dans les commentaires. Bon, à présent, c'est parti pour Raconte-moi le cosmos. À défaut de me répéter, la cosmologie est la science qui étudie les lois physiques de l'univers et sa formation. Dans ce contenu, je vais partager mes lectures passionnées sur le sujet. En fait, dans ce nouveau format, l'épisode sera construit autour de livres sortis de ma bibliothèque qui traitent d'un sujet autour du cosmos. Le but étant de vous donner l'envie d'aller plus loin et de faire vos propres recherches. D'ailleurs, c'est en tant que lecteur passionné que j'interviens. Sachant que je ne suis pas scientifique ni prof, dans mon jeune temps, j'ai été diplômé en génie mécanique et j'ai récemment passé un MOOC en astrophysique du système solaire au Big Bang. Donc, c'est vraiment en tant que vulgarisateur des lois qui régissent notre univers que je partage mes connaissances. À noter que je suis seul sur cette chaîne YouTube. Je veux dire que je n'ai pas la possibilité de faire corriger les vidéos au préalable par un astrophysicien de métier. De ce fait, il est possible qu'il existe des coquilles sans grande importance. Je m'en excuse d'avance. Pour les passionnés en photo, je précise que je ne désespère pas de vous faire d'autres vidéos en photo quand un sujet passionnant se présentera. Assez blablaté, c'est parti pour le sujet qui nous intéresse, le Big Bang. Si on parle de cosmos, ou si vous préférez d'univers avec un grand U, la première question fondamentale est de définir c'est quoi le Big Bang. Sur quoi est fondée cette théorie? Comment ça fonctionne une théorie? C'est peut-être la théorie la plus fondamentale aujourd'hui. C'est aussi un peu la question ultime, d'où viens-je, où vais-je? On a un début de réponse avec l'astrophysicien Tring-Xiang quand il nous dit « L'histoire de l'univers, c'est notre histoire, car nous sommes tous des poussières d'étoiles. » Décryptage après l'intro. En fait, le Big Bang n'est pas une théorie, mais un modèle que l'on peut même considérer à certains égards fragile. Même si, comme moi, vous êtes fan de la série télévisée The Big Bang Theory, le mot théorie n'est pas vraiment bien choisi. Ça décrédibilise un peu le docteur Sheldon Cooper. Petit extrait. Professor Hawking, it's an honor and a privilege to meet you, sir. I know. I want to thank you for taking time to see me. My pleasure. I enjoyed reading your paper very much. You clearly have a brilliant mind. I know. Bon, ne soyons pas trop puristes et revenons à nos moutons. En fait, il est plus juste de remplacer le mot théorie par modèle ou scénario. Soit le meilleur scénario, celui qui est le plus probable parmi les autres.
Par exemple, dans le scénario du Big Bang, l'univers est en extension. On verra plus tard que l'extension sera validée par différentes observations. De ce fait, le scénario d'un univers statique ne peut plus être validé, car il ne correspond pas à l'observation. C'est de cette manière qu'il est possible de réaliser des choix et de faire l'unanimité chez les scientifiques. En fait, le modèle du Big Bang est construit à partir de la théorie de la relativité générale d'Einstein, à partir des équations de la relativité générale que l'on a triturées pour accoucher d'un modèle. On en reparle aussi un peu plus loin dans les prochains épisodes. Donc, on a construit le modèle du Big Bang. Ensuite, reste à faire des observations pour valider ce scénario. À présent, vous comprenez que dans cette démarche scientifique, peut-être un jour, on sera amené à revoir un scénario différent du Big Bang, de la relativité générale. Aujourd'hui, et aussi bien dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit, nos connaissances sont limitées et fragiles. Au préalable, faisons un rappel sur les outils qui définissent et décrivent le monde d'aujourd'hui en physique théorique. En fait, l'univers peut être décrit uniquement par la relativité restreinte et la relativité générale d'Einstein pour l'infiniment grand. Et la théorie standard des particules, je veux dire la mécanique quantique, si vous préférez, pour l'infiniment petit. On peut se passer de la physique classique de Newton, celle qu'on apprend à l'école pour décrire l'univers. Néanmoins, c'est plus simple de calculer la position d'une planète dans notre système solaire avec Newton qu'avec Einstein. L'erreur avec Newton est extrêmement négligeable. D'ailleurs, c'est pour cette raison que l'on utilise toujours la physique de Newton la plupart du temps. C'est plus simple, mais conceptuellement, la physique de Newton ne décrit plus l'univers en cosmologie moderne. Même si c'est avec Newton que commence réellement l'histoire de la gravité, soit la pesanteur qui est la cause potentielle du mouvement des objets. Je veux dire une planète ou une pomme, même description mécanique du phénomène. En fait, il a établi les 3 lois universelles du mouvement qui constituent les principes de la base de la grande théorie de Newton concernant le mouvement des corps. Théorie que l'on nomme aujourd'hui en physique Newton ou encore en physique classique. C'était vraiment un grand scientifique, mathématicien, philosophe, alchimiste, astronome et théologien. Rien que ça. Néanmoins, ce concept instantané de gravitation, de force instantanée de gravitation agissant à distance posera un problème conceptuel. Newton en est conscient et il ne va pas trop s'étendre sur le sujet. Environ 3 siècles plus tard, pour Albert Einstein, le concept de force instantanée viole le principe de la relativité restreinte où rien ne peut aller plus vite que la lumière. C'est donc aussi valable pour la force de gravité, elle ne va pas plus vite que la lumière. Seule l'extension de l'univers lui-même peut se faire à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Je précise que la vitesse de la lumière est de 300 millions de mètres par seconde. Le temps newtonien posera aussi problème avec la relativité restreinte. Newton en 1687 nous dit dans les Principia Mathematica que le temps est absolu. Il veut dire qu'il est le même en tout point de l'univers et indifférent au mouvement. En 1905, Albert Einstein démontre que le temps physique n'est pas newtonien. Les expériences de temps simultanées le démontrent. On reviendra dessus plus tard. Néanmoins, dans notre système solaire, je peux calculer la position des planètes avec la physique conventionnelle de Newton. Et ça fonctionne très bien, sauf pour Mercure, cela se complique. On a une erreur, la petite erreur qui remet tout en question. En fait, le grain de sable dans la machine.
Ce type d'erreur est très gênant pour le fonctionnement de votre GPS. Une erreur minime qui devient démesurée quand il est question de positionnement. C'est là que Albert Einstein intervient et remet tout cela d'équerre avec la relativité générale. Vous avez compris que pour nos calculs de tous les jours, vitesse, force de mouvement, etc., en fait tous les calculs de la vie courante, on utilise Newton. C'est beaucoup plus simple, donc à quoi bon s'embêter? C'est pour ça aussi qu'elle est toujours enseignée au lycée en mathématiques et en physique. Pourquoi j'insiste sur ces différences? Cela prouve bien qu'une physique peut en remplacer une autre, qu'un train peut en cacher un autre. En fait, il est intéressant de constater, en passant, que l'on a deux méthodes complètement différentes pour conceptualiser une même réalité et de se poser la question de la vérité en science. Le doute, surtout pour un scientifique, reste une grande qualité fondamentale dans la recherche théorique. Si je pousse le raisonnement un peu plus loin, on arrive à la déduction et au même titre que la physique de Newton, la relativité générale sera probablement remplacée un jour, elle aussi, par une autre théorie. De tout temps, ou peut-être plus exactement depuis Thalès, les hommes croient découvrir la vérité sur la réalité qui nous entoure, mais à chaque fois, elle nous glisse entre les mains. Pourquoi que cela serait différent aujourd'hui? C'est comme ça en science, les choses ne sont jamais acquises définitivement. On doit toujours confronter les théories à la résistance à l'expérience physique. Ça n'empêche que l'on peut tout de même se poser aussi la question pourquoi la réalité ne nous est pas totalement accessible ou pourquoi elle est constamment remise en question, pourquoi la dernière théorie est remplacée par une autre. Ce problème provient peut-être que la réalité ultime n'est pas vraiment accessible, il existe au-dessus de la réalité ou épistémologie, la métaphysique. On peut résumer tout ça suivant ce schéma. Je précise que l'épistémologie est l'étude de la connaissance en général. En fait, la connaissance scientifique est la critique des sciences. La métaphysique, qui est une notion plus philosophique, elle désigne la connaissance du monde, des choses ou des processus indépendamment de l'expérience sensible que nous en avons. Sachant que le préfixe méta provient du grec méta, qui veut dire au-delà, au-dessus d'eux. Néanmoins, l'épistémologie des sciences est la seule manière d'appréhender la réalité, grâce à l'entendement. Sachant que les sens, l'ouïe, la vue, le toucher, souvent nous trompent. Je m'explique avec un exemple. Galilée, qui fait tomber des objets depuis la tour de Pise dans les années 1600, il sait très bien que ses sens, en l'occurrence la vue, le conduit à penser qu'un marteau tombe plus vite qu'une plume. En plus, il sait que le grand savant Aristote avait affirmé environ 2000 ans avant lui que les objets plus lourds tombent plus vite, et c'est confirmé par l'expérience de la vue. Néanmoins, et grâce à son entendement, il a conscience que ses sens le trompent. Je veux dire, la vue du réel, qui nous est directement accessible, nous permet-elle de comprendre vraiment l'expérience? Probablement qu'il se dit, ce n'est pas suffisant. Je dois faire appel à ma réflexion, à mon intelligence, pour comprendre. Alors, le grand Galilée fait l'expérience de pensée incroyable concernant la gravité, qui est de dire, si je relie par une ficelle un corps léger et un corps lourd, que se passe-t-il? La première réponse est de dire, le corps léger ralentit le corps lourd, vu que celui-ci tombe moins vite que le corps lourd. Mais, en deuxième analyse, il se dit également, si je relie les deux corps par une ficelle, j'ai forcément le tout qui est plus lourd qu'un seul corps, pris séparément. Et par voie de conséquence, l'ensemble tombe plus vite. Donc, il y a deux points de vue ou deux expériences de pensée. Les deux points de vue sont contradictoires, inconsistants.
Il y a donc un paradoxe. En science, quand on a une inconsistance de ce type, cela veut dire que l'on ne comprend pas la situation ou que la situation ne décrit pas la réalité. En fait, il y a un blême. Il aura l'idée incroyable et géniale de déduire la seule manière de supprimer cette situation contradictoire, inconsistante, est de penser que les deux objets tombent à la même vitesse et de généraliser par tous les objets dans la nature tombent à la même vitesse en accélérant de la même manière. C'est ce que fera l'incroyable cerveau de Galilée. Si j'enlève l'air, les deux objets lourds et légers tombent à la même vitesse. Oui, vous avez bien entendu, la plume et le marteau tombent à la même vitesse. Wow. Parfois, les historiens nous disent que Galilée a réalisé son expérience depuis la tour de Pise en faisant tomber des objets. On n'a pas la preuve de ces dires. En sachant qu'il savait forcément que ce type d'expérience n'aurait pas fonctionné en sa faveur. À mon avis, du haut de la tour de Pise, il a sûrement admiré le paysage, mais il n'a probablement jamais lâché debout. Enfin, pas important. Ce qui est sûr, c'est que Galilée sera peut-être le premier chercheur à mettre au point une méthode scientifique. Il va faire beaucoup d'expériences avec des plans inclinés, faire des relevés suivant le poids, le temps, l'accélération. En fait, l'entendement face à l'expérience prend le dessus par rapport à la vue d'une pseudo-vérité. La nature nous parle et c'est à nous de décrypter son langage. D'ailleurs, Galilée dira « La nature est un livre écrit en langage mathématique ». Fin de citation. Probablement pour lui, cela expliquait peut-être la déraisonnable efficacité des mathématiques lors de ses expériences avec des plans inclinés. C'est aussi comme cela qu'Einstein va fonctionner, avec des expériences de pensée, raisonner sur des questions simples que les enfants se posent. Ces questions où on n'a même pas conscience que l'on ne connaît pas la réponse. Même parfois, ces questions cachent des mondes insoupçonnés. Malheureusement, pour Galilée, à l'époque, il n'est pas possible de créer l'expérience. Faire le vide dans une chambre suffisamment haute pour faire tomber une plume et un marteau, par exemple, c'est techniquement impossible. En 1971, l'astronome David Scott, dans le cadre de la mission Apollo 15, va réaliser sur la Lune la première émission pédagogique en réalisant l'expérience de Galilée et de dire « Galilée avait raison ». Tout ça devant des millions de téléspectateurs. Bon, vous allez me dire, c'était aussi un gros coup de pub pour la NASA. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Au final, le grand savant Aristote avait faux. Sa théorie est remplacée par le principe d'équivalence découvert par Galilée qui stipule que tous les corps tombent dans le champ de gravitation de la même façon, quelle que soit leur masse et leur composition. Ce principe est à la base de la théorie de la relativité générale. En résumé, une théorie en science, c'est la meilleure description du réel à un moment donné. Pour illustrer mon propos d'aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire de Monza, une petite ville d'Italie, où le maire, très courageux et en avance sur son temps, quand je dis ça, je fais référence à la cruauté et à la barbarie démesurée envers les animaux aux quatre coins de la planète. Donc, le maire de Monza, en question, a fait passer un arrêté municipal interdisant les possesseurs de poissons rouges d'utiliser un bocal sphérique pour le motif que l'on imposait une vision déformée de la réalité aux poissons rouges. Sa réalité est faussée par cette énorme lentille
du bocal. Pourquoi ne pas appliquer le même raisonnement nous concernant? Pourquoi notre appréhension du réel ne serait pas également déformée avec une réalité pseudo-accessible? La difficulté, comme dans notre exemple du poisson rouge, est le fait que notre perception des phénomènes ou réalités se trouve enfermée avec nous à l'intérieur du bocal. À présent, on a terminé pour ce premier épisode. Ciao et à bientôt pour une nouvelle aventure de Raconte-moi le cosmos.